Los Angeles, un soir de mars 1985. Il est tard et Maria Hernandez, 20 ans, rentre chez elle en voiture. Elle habite une petite maison en colocation avec une amie à Rosemad, en banlieue. Et elle ne se rend pas compte qu'une voiture lui colle au train. Elle arrive chez elle, elle rentre directement sa voiture dans le garage, elle coupe le contact, elle sort, et tout d'un coup, elle entend un bruit derrière elle. Et elle aperçoit une ombre, puis un homme tout en noir, qui sans un mot lève son arme, la vise et lui tire dessus. Europe 1, 13h15, 14h. On de la raconte. Maria Hernandez s'écroule sur le sol. Mais elle n'est pas morte, elle fait la morte. Par un coup de chance incroyable, la balle a heurté le trousseau de clés qu'elle tenait à la main. Elle est indemne. Mais soudain, elle entend un nouveau coup de feu, et cette fois-ci à l'intérieur de la maison. Mon Dieu, sa colocataire. Et maintenant, l'homme revient vers le garage. Par réflexe, elle court se cacher derrière sa voiture. Il est à 1 mètre. Il s'arrête. Il la voit. Il se tourne vers elle. Il la croyait morte. Il lève son arme lentement. Il va tirer. Et puis non. Elle relève la tête. Il a disparu. C'est le détective Gilles Carillo qui débarque quelques minutes après. Il trouve la colocataire morte, une balle dans la tête, et Maria Hernandez sous le choc. Est-ce que vous avez vu l'homme qui vous a attaqué? Oui, je l'ai vu, il avait un visage maigre, les dents pourries, des cheveux bouclés noirs, et puis sur la tête il avait une casquette avec le logo du groupe AC/DC. Il n'a rien dit, il n'a rien réclamé, il n'a rien revendiqué. C'était un acte de violence gratuit. Le détective Gilles Carillo ne sait pas encore qu'au même moment, son collègue Franck Salerno débarque lui sur une autre scène de crime. Une femme abattue dans sa voiture à Monterey Park par un homme en noir qui l'aurait obligée à s'arrêter et qui a déchargé son revolver sur elle. D'après un témoin, il portait une casquette aux couleurs du groupe AC/DC. Le même homme donc, a priori. Et ça n'est que le début d'un massacre qui va durer plusieurs mois. Dix jours plus tard, 27 mars, un homme se faufile dans une maison de Whittier, toujours dans la banlieue de Los Angeles, chez Maxine et Vincent Zazarin. Et d'emblée, il abat Vincent d'une balle dans la tête. Il s'apprête à faire de même avec sa femme Maxine quand celle-ci attrape un fusil à pompe caché sous le lit au cas où, et elle le pointe vers l'homme en noir. Est-ce que le fusil s'est enrayé? On ne sait pas. Mais quand on retrouve Maxine Zazarin, son corps est criblé de balles et elle a été violée. Et on lui a arraché les yeux. On lui a arraché les yeux avec un couteau. Et comme il manque une boîte à bijoux, on suppose que le tueur a mis les yeux dans la boîte pour les emporter. Et rebelote 15 jours plus tard, chez une autre famille de la banlieue de Los Angeles, le mari est abattu au revolver, sa femme violée et épargnée.
Les meurtres s'accumulent, tous commis de sang-froid. Et pour les détectives Carillo et Salerno, pas de doute, ces meurtres sont connectés. Derrière, il y a le même homme, ils en sont certains, un nouveau tueur en série. C'est pour ça que tout de suite, ils appellent le FBI, qui est sceptique. Un tueur en série? Ah non, à mon avis, vous vous trompez, hein. Les tueurs en série n'utilisent pas de pistolet. Ils tuent au couteau. Et à la hache. Et puis les meurtres que vous évoquez ne sont jamais tout à fait les mêmes. Parfois ils violent, parfois ils violent pas. Parfois ils tuent, parfois ils épargnent. Parfois ils volent les bijoux et parfois non. Non, je pense que vous vous trompez, hein. C'est pas un tueur en série. Mais le détective Carillo a la tête dure. Il reste persuadé qu'il a affaire à un seul et même homme, un homme extrêmement dangereux. La suite va lui donner raison. Deux semaines plus tard, le 29 mai, l'homme en noir retourne à Monterey Park. Il entre dans une maison dont la porte d'entrée est restée ouverte et il s'en prend à deux femmes de 80 ans. Il commence par les électrocuter avec du fil électrique et finalement il les achève à coups de marteau. L'une meurt sur le coup, l'autre sombre dans le coma. Et il laisse une signature. Avec du rouge à lèvres, il dessine un pentagramme sur le mur, dans l'une des chambres. Une étoile à 5 branches au milieu d'un cercle. C'est un signe sataniste, un signe du diable. Il se prend pour un disciple de Satan. À ce stade, on lui attribue 8 meurtres. Europe 1, On de Latte raconte. En 1985, Los Angeles et sa banlieue sont le théâtre d'une série d'attaques qui semble être l'œuvre d'un seul et même homme, un tueur en série. Il se faufile dans les maisons, viole et massacre sans la moindre pitié. Sur les lieux de son dernier crime, il a dessiné sur le mur un pentagramme, une étoile à 5 branches, le symbole des satanistes. Désormais, la presse l'appelle le Night Stalker, le traqueur de nuit. L'été arrive et le jeu de massacre continue. Juillet 85, un viol, 2 meurtres. Grâce aux descriptions de plusieurs rescapés, les policiers ont pu établir et diffuser un portrait robot. Mais pour l'instant, ça ne débouche sur rien. En attendant, les gens se barricadent chez eux et les armuriers voient leur vente décoller en flèche. Et comme ils n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent, les détectives Salerno et Carillo décident d'aller voir du côté des satanistes. Sachant que ça n'est pas la première fois qu'aux États-Unis, l'église de Satan fait parler d'elle. Dans le pays de toutes les tolérances religieuses, c'est une église comme les autres, fondée en 1966 par un certain Anton LaVey. Mais régulièrement, il est question de l'interdire. La rumeur évoque des orgies et des sacrifices humains. Mais on n'a pas de preuves. En revanche, si derrière tous ces crimes, il y a les satanistes, alors il n'y a peut-être pas qu'un seul tueur. Ils sont peut-être plusieurs. Mais non. Non, ils ne sont pas plusieurs. Car on a retrouvé la même empreinte de chaussures sur toutes les scènes de crime. Des baskets de la marque Avia, taille 11. Tous les crimes sont donc l'œuvre d'un seul homme. Et il y a peut-être quelque chose à tirer de ces baskets. C'est un modèle qui vient de sortir il a 6 mois à peine. Et il ne s'est pas vendu à des 1000 et des 100. On ne sait jamais.
ça ne donnera rien. Et consigne est donnée de garder ce détail absolument secret. On ne doit pas retrouver la marque des tennis dans la presse, ok? Il ne faudrait surtout pas qu'il change de chaussures. D'autant que la piste de Satan et celle des baskets viennent de se croiser. Car les détectives ont eu l'idée géniale d'aller faire des moulages d'empreintes de pas sur le sol des lieux de culte satanistes. Et devant un bâtiment très discret à l'est de Los Angeles, ils ont trouvé une empreinte de basket Avia, taille 11. On aurait bel et bien affaire à un tueur en série sataniste. Mais à part ça, l'enquête patine. C'est alors que le détective Gilles Carillo a l'idée de mobiliser la population contre le monstre. Et pour ce faire, il va à la télévision avec le portrait robot. Il faut que le tueur ne soit à l'abri nulle part. Los Angeles doit se défendre. La nuit du 7 juillet 1985. C'est la canicule. Le détective Gilles Carillo se réveille au beau milieu de la nuit en sursaut. Il a entendu un bruit dans sa maison. Et tout de suite, il pense au Night Stalker. Il est chez lui. Il prend son arme dans la table de nuit. Il se lève, il sort de sa chambre et il commence à visiter les pièces une par une. Quand soudain, le téléphone se met à sonner. Détective Carillo, le Night Stalker a encore frappé. Et c'est complètement dingue. Il a frappé à côté de chez moi. À l'autre bout du fil, c'est l'inspecteur Linda Martinez. C'est sa voisine qui l'a appelé à l'aide, par la fenêtre. « C'est lui! Il m'a attaché au lit! Il m'a violé! Au secours! Il m'a obligé à implorer Satan! Il m'a dit qu'il pourrait me tuer si je le faisais pas! » Elle l'a fait. Elle a imploré Satan et il lui a laissé la vie sauve. Mais la nuit n'est pas terminée. Le soir même, le Night Stalker attaque une dame de 60 ans. Il la bat à mort. Et sur son visage, figurez-vous, on retrouve une empreinte de pied dessinée dans le sang. Et c'est l'empreinte d'un basket de marque Avia, taille 11. Le 8 août, il s'introduit dans une nouvelle maison. Il abat le mari de sang-froid. Il viole la femme. Il vole ses bijoux. Puis il ouvre le frigo et se met à manger un melon. On est à la mi-août, il a déjà tué 10 personnes. En face, le détective Carillo a fini par convaincre le FBI qu'il s'agit bien d'un tueur en série et qu'il faut mettre le paquet. Il est décidé de monter une task force et de lancer la plus grande chasse à l'homme de l'histoire des États-Unis. Tandis que dans certains quartiers de Los Angeles, les habitants s'organisent pour monter la garde. Qu'il se pointe, le Night Stalker, nous on l'attend de pied ferme. C'est à ce moment-là que, sentant le vent tourner, le Night Stalker change de territoire. Le 18 août, un couple est massacré à San Francisco, à plus de 600 km au nord de Los Angeles. Le mari a été tué tout de suite. Pour sa femme, ça a été plus long. Comme d'habitude. C'est lui, c'est sûr. Il a juste changé de terrain. Sur le moment, la police de San Francisco essaie bien de cacher l'affaire à la presse pour éviter que les gens ne paniquent. Mais c'est le maire de San Francisco, Dianne Feinstein, qui crache le morceau. Au cours d'une conférence de presse, elle déballe tout. Oui, le Night Stalker s'évite à San Francisco. Mais l'idiote va même plus loin.
Elle révèle à la télévision la liste des éléments que jusqu'ici la police avait gardés secrètes, le calibre des armes et les empreintes de chaussures de marque Avia. Si vous avez des voisins ou des locataires bizarres, n'hésitez pas à appeler la police. Le soir même, vous entendez ? Le soir même, le Night Stalker va se débarrasser de ses chaussures et de son flingue en les jetant depuis le Golden Gate Bridge de San Francisco. L'idiote. Europe 1, On de Latte raconte. En 1985, Los Angeles fait face à un tueur en série qui se faufile dans les maisons pour violer et massacrer les habitants. Parfois, il laisse sur place des inscriptions satanistes. La presse et les habitants l'appellent désormais le Night Stalker, le traqueur de nuit. Pour la première fois, il vient de frapper à San Francisco. Tous les tueurs finissent par commettre une erreur. Tous. Et le Night Stalker ne va pas échapper à la règle. Une semaine après le massacre de San Francisco, il recommence. Le soir du 24 août 85, il vole une Toyota orange et roule jusqu'à la banlieue sud de Los Angeles, jusqu'à une petite ville appelée Mission Viejo. Là, comme d'habitude, il entre dans une maison au hasard. Il abat l'homme d'une balle dans la tête, il viole la femme et décide de la laisser vivre. Et avant de partir, il lui dit « Dis bien à la police que le Night Stalker était là. » Après quoi, il file dans la nuit. Sauf que cette fois-ci, il a été trop confiant. On l'a vu. Quelqu'un l'a vu arriver. Un adolescent de 13 ans, un voisin. Malgré l'heure tardive, il réparait son scooter devant chez lui et il l'a vu. J'ai tout de suite remarqué ce gars bizarre. Il était habillé tout en noir, ça m'a fait penser au portrait robot, vous savez, qu'on voit dans les journaux. Et il a noté dans sa tête le numéro de sa plaque d'immatriculation. Et ensuite, il s'est rué chez lui pour le noter sur un bout de papier. Et c'est là qu'il a entendu sa voisine appeler à l'aide. C'était lui. C'était bien le Night Stalker. Alors il a tout de suite appelé la police, tout de suite. Et tous les flics de Californie se sont mis à rechercher la Toyota orange, de la brigade criminelle aux patrouilles de motards des autoroutes. Mais ça n'est pas ça qui va conduire à son arrestation. Car le jour même, la police de Los Angeles reçoit 3 témoignages spontanés. La fille d'un malfrat vient leur dire « Mon père, je crois qu'il peut vous donner un bon tuyau sur le gars que vous recherchez, ce Night Stalker. Mais à condition qu'on touche la prime, hein. Car il y a désormais une récompense, 80 000 $ pour qui permettra la capture du Night Stalker. » Les policiers font venir le malfrat. Il explique qu'il connaît un type, un cambrioleur professionnel un peu bizarre, qui traîne souvent au terminal des bus de Los Angeles. Il se fait appeler Rick. C'est un excité de l'occultisme, il est bizarre. Et l'autre jour, il m'a même vendu un pistolet de calibre 22. Calibre 22 ? Mais c'est l'arme utilisée pour la grande majorité des meurtres. Le second témoignage est celui d'une certaine Donna Meyer, qui prétend qu'elle est une amie du tracker. Et elle l'appelle Richie. Elle dit qu'il vient d'El Paso, au Texas, qu'il est plutôt mignon, mais qu'il est tombé dans la drogue et l'occultisme. Il a les bras couverts de piqûres, et parfois il se dessine des symboles magiques, des pentacles, sur le corps. Des pentacles, des étoiles à 5 branches, un symbole sataniste. Le troisième témoin spontané, un certain Greg, déclare qu'il a été le colocataire de ce Richie. Ah, il adore le métal, hein. Surtout les groupes versés sur l'occultisme, hein, comme Black Sabbath ou AC/DC. Et lui, il lui donne un nom, Ramirez. Le Night Stalker s'appellerait Ramirez. Sauf que des Ramirez dans la région,
il y en a des milliers. Mais coup de chance, grâce au numéro d'immatriculation fourni par le gamin, on vient de retrouver la Toyota orange, pourvu qu'à l'intérieur, il ait laissé une empreinte. À l'époque, il n'y a pas encore de possibilité d'exploiter l'ADN, mais les empreintes digitales, papillaires comme disent les policiers, ça marche très bien. Et la Californie vient tout juste de se doter d'un fichier centralisé des empreintes digitales, à Sacramento. Alors autant vous dire que la Toyota va avoir droit à tous les égards des experts de la police scientifique. Elle est explorée de fond en comble. Et tout d'un coup, « Patron, je crois qu'on en a une !» Il avait effacé toutes ses empreintes, sauf une, derrière le rétroviseur. À mon avis, il a eu trop chaud. Il a retiré ses gants une seconde pour ajuster le rétroviseur. Évidemment, pour que ça débouche, encore faut-il que l'empreinte soit au fichier. Il faut que ce type ait déjà été arrêté. Imaginez la scène au moment où le détective Carillo entre l'empreinte dans son logiciel informatique. Quand soudain apparaissent un nom et un visage. Celui d'un petit voleur arrêté 1 an plus tôt pour vol de voiture. Il a passé 6 mois en prison. Il s'appelle Richard Ramirez. Il a tout juste 25 ans. Le 31 août 1985, un bus de la compagnie Greyhound arrive au terminus de Los Angeles. Un homme en descend, c'est Richard Ramirez. Il entre dans une épicerie pour s'acheter un donut et un coca. Et au moment de passer à la caisse, il entend des voix de femmes terrorisées dans son dos. « El matador! Es el matador! Le tueur! C'est le tueur !» Ce sont 3 vieilles dames mexicaines qui le pointent du doigt. L'explication, Ramirez la trouve juste en tournant la tête vers le présentoir des journaux du jour. Son portrait est en couverture de tous les canards. Le San Francisco Examiner, le Daily News et le Los Angeles Times. Sa photo, en grand. C'est comme ça que Ramirez apprend que depuis quelques heures, il est identifié et recherché par toutes les polices des États-Unis. Il était dans le bus. Il n'était pas au courant. Alors il ne prend même pas sa monnaie et il s'enfuit en courant. Et derrière lui, il entend « Llama la policía! Llama la policía! Appelle la police !» Europe 1, On de Latte raconte. En 1985, la police de Los Angeles traque un tueur en série. En quelques mois, il a tué 13 personnes et violé plusieurs femmes. Après des semaines d'enquête, il est identifié grâce à une empreinte digitale. Il s'agirait de Richard Ramirez, un jeune de 25 ans, arrêté récemment pour un vol de voiture. Depuis que sa photo a été publiée à la une de tous les journaux, Ramirez le tracker est traqué à son tour. Il n'en revient pas. Il ne savait pas que sa photo était partout. Et maintenant, tout le monde le reconnaît. Il a beau courir comme un fou, il entend les sirènes de la police qui s'approchent. Il essaye de voler une voiture à un feu rouge, mais il doit renoncer. Il saute dans un bus, mais à l'intérieur, les gens le reconnaissent tout de suite. Le Night Stalker, c'est lui! Alors il sort en courant. Il n'a même pas d'arme sur lui pour se défendre. Et maintenant, au-dessus de lui, il entend les hélicoptères du LAPD, la police de Los Angeles.
Ça fait un quart d'heure qu'il court. Il a parcouru plus de 5 kilomètres sans s'arrêter. Il est maintenant dans le barrio de Los Angeles, le territoire des gangs mexicains les plus dangereux. Les flics évitent le quartier, les criminels y font la loi. Mais là aussi, on le reconnaît. Mira, mira, mira el matador, mira! Regarde, le tueur! Il essaye de rentrer dans des immeubles. Personne ne lui ouvre. Il tente de se cacher dans les jardins, les gens le pourchassent. Soudain, une femme le reconnaît et elle se met à crier et il la frappe au ventre et il lui arrache les clés de sa voiture. Très mauvaise idée, parce que maintenant, il les a tous sur le dos. Tous les gars du quartier plus costauds les uns que les autres. Et à un moment donné, il prend un coup de barre de fer et il est plaqué au sol. Et il commence à se faire tabasser par une horde en furie. Ils vont le lyncher. Si la police n'intervient pas, ils vont le lyncher. Mais heureusement, la police arrive à son tour. Ironie du sort, le flic qui va l'arrêter s'appelle aussi Ramirez. Andrés Ramirez. Et l'autre le supplie de l'arrêter. Por favor, ayúdame, me van a matar! Arrêtez-moi, ils vont me tuer! Ramirez est embarqué dans une voiture de police qui démarre en crissant des pneus. Et vous savez ce qu'il dit aux policiers? Pourquoi est-ce que vous me tuez pas maintenant? Je mérite de crever. De toute façon, on va m'envoyer sur la chaise électrique, hein? L'enquête, bien sûr, va permettre d'en savoir plus sur ce jeune Richard Ramirez. Comment est-ce qu'on devient un tueur en série à 25 ans? Il s'avère qu'il a eu une enfance plutôt normale, mais que son adolescence a été chaotique. Il est tombé dans la délinquance et puis il a commencé à devenir voyeur, du genre à faire des trous dans le mur des toilettes. Mineur, il a même signé une tentative de viol. Très jeune, il s'est passionné pour le diable. Il lui arrivait de dormir dans les cimetières. Mais ce qui l'a coulé, c'est la drogue dure et cette nécessité tous les jours de se payer sa dose. À un moment donné, il avait l'air tellement fou dans la rue que personne n'osait plus l'approcher. Avec son visage émacié, ses dents pourries et ses habits noirs. L'enquête va démontrer qu'il n'avait qu'une seule personne sur qui compter. Sa sœur, Ruth Ramirez. Pendant des années, elle l'a cherché dans les quartiers les plus glauques de Los Angeles pour le ramener à la maison. Et quand un jour elle l'a trouvé, elle lui a dit « Richard, rentre à la maison, je suis là, je vais m'occuper de toi. » Et l'autre lui a répondu « Je n'ai pas besoin de ta protection. C'est Satan qui me protège. » Deux mois après son arrestation, Richard Ramirez est présenté pour la première fois devant un tribunal. Pour la lecture de l'acte d'accusation, c'est le premier acte du procès du tueur en série. Mais quand Ramirez entre dans le tribunal, évidemment son côté gringalet et son visage émacié surprennent. C'est amusant comme on voudrait que les monstres soient forcément des balèzes et des costauds. Lui, il a les yeux baissés, il a l'air terrorisé. Dans la salle, il y a des journalistes, bien sûr, les familles des victimes et quelques curieux venus voir le monstre. Mais il y a aussi des admirateurs, figurez-vous, des satanistes pour lesquels il est un héros. Il ne va pas les décevoir, car voilà que Ramirez se lève, il adresse à la salle un sourire carnassier et il ouvre la paume de sa main gauche. Il y a un pentacle sataniste dessiné dessus. Et en se tournant vers les journalistes, Ramirez dit « Gloire à Satan! Gloire à Satan !» Son procès va durer 4 ans. Et à la fin, sans surprise, Richard Ramirez est condamné à mort. Pour 13 meurtres, 5 tentatives de meurtre et 11 viols. Pendant 23 ans, il reste dans le couloir de la mort avant de mourir d'une maladie, un lymphome, à l'âge de 53 ans.
Delattre raconte sur Europe 1.